C'est pas très bon non plus partir sur la côte en vacances à cette époque-là. Pour vous donner une échelle de taille, en fait, c'est un cachalot que le mégalodon est en train de latter. Et puis il y avait d'autres requins, bien sûr, pour agrémenter un petit peu les séances de natation. Donc c'est quand même un environnement pas si peinard que ça. Et puis on peut partir aussi sur une base de Pithèque. On a vu qu'il n'y avait pas que le genre Homo qui existait déjà sur Terre, ou qui commençait un petit peu à s'épanouir. Il y avait d'autres australopithèques, il y avait des ardipithèques, qui vivaient un petit peu comme les primates non humains aujourd'hui, c'est-à-dire nos cousins les plus proches, les chimpanzés, avec une structure sociétale, avec pour certains déjà la construction d'outils, la manipulation en fait d'objets. On a trouvé des silex taillés de plusieurs millions d'années qui correspondraient à une sorte d'industrie entre guillemets pithèque. Et ça nous a mis une bonne claque dans la figure parce qu'on pensait que seul le genre Homo, bien sûr, puisqu'on est les plus intelligents, était capable de fabriquer des outils. D'ailleurs, quand vous regardez les singes actuels, ils s'en sortent pas mal au niveau manipulation des outils. Ils sont capables de choper exactement la brindille qu'il faut pour aller chercher des termites dans la termitière. Ils sélectionnent leurs plantes en fonction des maladies ou des parasites qu'ils peuvent choper en fait, dans leurs environnements. C'est ce qu'on appelle la pharmacopée de primates non humains. Il y a une collègue au muséum qui s'appelle Sabrina Krief qui travaille justement là-dessus, sur les relations entre les primates non humains et leurs environnements, et comment ce savoir-faire pour soigner, pour s'auto-médiquer est transmis entre primates. Donc ça peut être une base aussi intéressante pour parler de terres habitées aujourd'hui par des primates non humains, parce qu'ils étaient déjà assez légion à l'époque, il y a 3 millions d'années. Et puis, on continue un petit peu notre prospective, et puis après je vous laisse la parole quand même, parce que je ne vais pas être le seul à travailler ce matin. Mais on continue notre découverte de la paléobiodiversité de l'époque, qui est assez intéressante, parce que vous aviez aussi des trucs dans des milieux plus ouverts cette fois-ci, assez géants. Ça, c'est un oiseau qui fait entre 2 et 3 mètres de haut, carnivore, qui courait aussi vite qu'une autruche. Donc il n'était pas non plus très conseillé à l'époque de se lancer dans des treks et d'aller parcourir en fait la montagne, en tout cas tout seul. Donc alors ok, il n'y avait pas de mammouth, il n'y avait pas encore de smilodon, mais il y avait quand même des trucs assez intéressants en termes aussi de cognition, parce que ce sont des espèces d'oiseaux qui présentent en fait des endocrânes, des parties céphaliques assez développées. Et quand vous regardez en fait les oiseaux actuels, que ce soit les perroquets ou les corbeaux, vous êtes proche au niveau psychisme d'un gosse de 3 ans. Ils sont capables de résoudre des énigmes, de mettre des hexagones rouges dans des trous pour avoir des graines qui tombent, ou des triangles jaunes à chaque fois, dans des ordres différents en fonction des exercices que vous leur donnez. C'est pas du dressage, c'est de l'apprentissage, et ça va assez vite chez eux. Donc on peut très bien imaginer une pseudo-société intelligente finalement de Piaf aujourd'hui qui remplacerait entre guillemets l'homme, si on imagine éventuellement un truc qui nous remplace en fait. C'est ce qu'on a fait avec un collègue qui s'appelle Marc Boulet, qui est un paléo-artiste. Alors c'est pas un artiste qui vient du paléolithique, hein, c'est un artiste en fait qui reconstitue les espèces fossiles. Et un jour il m'a appelé, il m'a dit tiens, j'ai envie de développer mon bestiaire à moi, propre, fictif, spéculatif, sur Terre dans 10 millions d'années. Est-ce que tu me suis? Donc j'ai sorti mon agenda, puis j'ai regardé, je lui ai dit écoute, je suis libre dans 10 millions d'années, il n'y a pas de souci. Donc on a proposé ensemble en fait une sorte d'exploration sur une Terre future, futuriste, totalement imaginaire. On est dans la hard science fiction cette fois-ci, hein, puisque on ne peut pas prédire l'évolution des espèces. L'évolution des espèces est trop complexe en fait pour être modélisée. Hein, il y a trop d'espèces sur Terre, trop d'individus, il y a beaucoup trop de paramètres à rentrer dans une machine, si vous voulez, en ce qui concerne le climat, l'évolution de la disponibilité en nourriture,
la loterie génétique aussi, énorme, les interactions entre espèces. Il vous faudrait un ordinateur quantique pour finalement modéliser ce qui va se passer dans 10 millions d'années. Mais on s'est amusé à le faire avec ce qu'on connaît un petit peu du passé et puis ce qu'on a observé du présent. Et on s'est dit, les oiseaux, en plus c'est assez jubilatoire pour un paléontologue, parce que les oiseaux, vous le savez aussi, ce sont des dinosaures à plumes. Imaginer des dinosaures du futur, c'était pas mal. Donc on a pris le perroquet, notamment le gris du Gabon, je ne sais pas si certains en ont peut-être chez vous, hein, c'est des perroquets gris, vachement sympas, et on l'a déformé, morphisé en fait en 3D pour obtenir un truc affreux, mais intelligent, que j'ai appelé le Tyrannornis, évidemment l'oiseau terreur du futur, Tyrannornis rex, et puis il y a plusieurs espèces en fonction des écosystèmes du futur. Donc c'était ma page de pub pour vous parler de biologie spéculative, et là en fait on est dans la spéculation, puisque on n'est pas dans le futur à plus de 10 millions d'années, on est dans le présent, mais en enlevant en fait une petite branche de l'évolution des espèces qui est celle de l'homme.